Oh, hello you. J'imaginais pas une meilleure intro pour cet épisode, mais bienvenue dans un nouvel épisode. L'épisode d'aujourd'hui va être spécial dans le sens où je vais utiliser la série You, l'analyse du personnage de Joe Goldberg, pour comprendre le lien qu'on a avec nos démons intérieurs. On perpétue des schémas toxiques, on refait les mêmes erreurs, on s'adonne à des vices, à des comportements destructeurs pour nous-mêmes ou pour les autres, et on ne sait pas pourquoi. On est régi par quelque chose à l'intérieur de nous et on ne le comprend pas, très souvent. C'est ce que moi j'appelle les démons intérieurs. Dans la psychologie de Carl Jung, on parle de shadow self ou de la part d'ombre. Il y aura un épisode où on va parler plus en détail de la part d'ombre, du shadow self, mais dans cet épisode, il m'a paru un petit peu plus pertinent de parler de démons intérieurs, au vu du personnage. La série You, quand je l'ai regardée pour la première fois, elle m'a percutée, mais dans un sens très étrange. J'ai reconnu des parts de moi-même dans le personnage de Joe Goldberg. Alors, avant de vous enfuir déjà, là, je ne suis pas une stalkeuse, c'est pas dans la partie du stalking. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la série You, parce que dans cet épisode, on va pas aborder les sujets pour lesquels la série ou le personnage de Joe Goldberg est connu, à savoir les blessures d'abandon, le rejet, la relation toxique avec l'amour, la perception de l'amour, l'obsession. De manière très personnelle, à travers cette série, j'ai pu reconnaître le Joe Goldberg à l'intérieur de moi. Quel lien est-ce que j'entretiens avec mes démons intérieurs? Et pour une fois, j'ai pu les nommer. J'ai pu voir comment est-ce que je les nourrissais et je les alimentais. Et je pense que peu importe vos démons intérieurs, la manière dont on garde un démon en vie est la même. Et le génie de la série est dans le fait que on a une vue vraiment introspective, vraiment intérieure, on est dans la tête du personnage, et donc on est vraiment au cœur de ce combat avec les démons. Si vraiment on arrive à mettre le doigt sur ce qui donne le pouvoir à ces démons intérieurs, on peut très facilement la maîtriser et accéder à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Il y a une part de nous-mêmes à laquelle personne n'a accès, pour la simple et bonne raison que personne ne peut vivre dans notre tête, personne ne peut entrer dans notre tête et entendre dans notre voix intérieure. Et donc rien que pour ça, personne ne nous connaît réellement, parce que personne ne peut habiter dans notre tête. Donc il y a toujours une part de nous qui reste intouchable, inaccessible aux autres. Vu qu'on parle de petite voix intérieure, on va commencer par parler de ça. Une voix par défaut est supposée être entendue, vocalisée. On est supposé faire entendre notre voix, faire parvenir un message. Quand on a une voix dans notre tête, elle est mutée. Donc la voix, elle est étouffée. On cherche à exprimer quelque chose, mais on le fait pas. Donc la genèse des démons intérieurs, de cette voix dans sa tête, vient d'une condamnation d'expression par honte ou par gêne ou par incompréhension. C'est-à-dire que il y a quelque chose qu'on ressent ou qu'on a envie d'exprimer, mais on a peur de la réception, du jugement de l'extérieur, donc on l'intériorise. On la mute à l'intérieur de nous. Et quand la voix elle est mutée, quand on l'entend pas de l'extérieur, elle fait encore écho à l'intérieur. Donc cette forme de condamnation est une injustice envers nous-mêmes. On se donne pas le droit de nous exprimer. De là naît un démon à l'intérieur de nous, toutes ces pulsions qu'on a à l'intérieur de nous. Maintenant, pour continuer dans le registre de la voix intérieure, j'ai rarement vu des séries qui sont presque entièrement basées sur le monologue, du moins du point de vue du personnage principal. Et c'est là où on voit le génie de la série. C'est tellement intéressant de voir le travail de l'acteur dans l'association de la voix intérieure dans sa voix off quand il lit le texte, et dans le jeu d'acteur où il dit pas un mot, il doit juste reposer sur ses expressions faciales. J'ai même eu l'idée de faire un vlog en monologue. Je me suis dit, est-ce qu'il serait possible de faire un vlog uniquement en monologue ? Est-ce que je peux vraiment amener mon audience dans ma tête ? Et en fait, j'ai fait un test chez moi. Je me suis dit, mais attends, à quelle fréquence, à quel moment est-ce que tu te parles vraiment dans ta tête ? Est-ce que tu te parles vraiment dans ta tête ? Parce que dans la série, ça paraît tellement naturel. On entend la voix, il y a un texte bien défini, bien précis. Est-ce qu'on est vraiment aussi précis ? Est-ce qu'on utilise vraiment des mots quand on se parle à nous-mêmes ? Et c'est là où vraiment j'ai compris le langage du démon intérieur. Tous nos démons intérieurs ont un langage. Ils parlent pas français, hein, je vous le dis. Il m'a fallu ce déclic-là avec cette série pour le comprendre. J'ai fait ma journée normalement, en étant extra alerte à ma voix intérieure. Je parle à moi-même des fois à voix haute, et vu que je vis toujours seule, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un qui a une vie intérieure très riche. Je réfléchis beaucoup, je suis toujours dans ma tête, j'imagine plein de choses, j'ai plein d'idées, plein de concepts, etc. Et donc je me suis dit, forcément je dois beaucoup me parler, je dois beaucoup converser avec moi-même. Mais pourquoi je fais jamais gaffe à ça ? Pourquoi je peux jamais vraiment mettre le doigt sur le dialogue intérieur avec moi-même ? Est-ce que je peux réécrire un dialogue intérieur que j'ai avec moi-même ? Quand je perpétue des schémas toxiques, est-ce qu'il y a un dialogue intérieur que je peux réécrire ? Et là, en faisant ma journée normalement, ce que j'ai remarqué, c'est que les moments où je vocalise les choses, c'est-à-dire où je me parle à moi-même à haute voix, c'est les moments où
je suis en mode planification, organisation. Pour organiser un peu tout dans ma tête, j'extériorise. Ça m'arrive aussi d'énumérer les tâches mentalement. Donc là, je me parle vraiment. J'entends dans ma tête, bon, si je fais ça, je dois faire ça, ensuite je fais ça, etc. Par contre, ce qui est drôle, c'est que dans des moments où je suis confrontée à des mauvaises habitudes ou à des schémas toxiques. Par exemple, quand je procrastine, on sait toujours qu'il y a une négociation qui se passe à l'intérieur de sa tête. Non, mais si tu fais pas maintenant, tu peux le faire après, t'as encore le temps, c'est pas grave, etc. Est-ce qu'il y a vraiment cette négociation en mots dans sa tête? Non. Du moins pas pour moi. Je sais que je suis en train de négocier à l'intérieur de moi, je suis en train de m'auto-dissuader de pas faire les actions que j'ai envie de faire, qui sont essentielles pour moi. Je dois commencer à travailler, mais je suis abattue par une flemme que je peux pas expliquer. Je procrastine, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de je sais pas quoi. Tout ça, je le comprends. Mais malgré tout, je fais le choix de procrastiner. Comment se passe la négociation à l'intérieur de ma tête? Il n'y a pas de voix, il n'y a pas de dialogue. Et c'est ça qui est tricky. Et c'est pour ça que le démon intérieur, il gagne tout le temps. Ça m'est aussi arrivé pendant la période où j'ai complètement arrêté le sucre. Tous les cravings, ils se manifestaient par des flashs, par des imageries. Je vais voir un paquet d'Haribo dans ma tête. Même si je mange pas d'Haribo, mon cerveau, il comprend sucre comme Haribo. Il n'a pas le mot sucre. Il va m'envoyer l'image du paquet que je connais. Pour tout ce qui est procrastination, il va pas me dire « ça serait bien si tu allais t'affaler dans ton lit, regarder une bonne série Netflix ». Non. Il va me montrer des images d'une série que j'aime bien, par exemple, regardez. Il va me relancer à la gueule des images de souvenirs qui me faisaient du bien, qui me réconfortaient, en faisant rien, en étant en train de procrastiner à ce moment-là. Ce souvenir-là, il est associé à une émotion positive. Mon cerveau, pour me convaincre, il va me donner un souvenir positif. Il va me dire, voilà, c'est trop bien comme ça. Il va me faire remémorer le souvenir bon qui est associé à une action nocive pour moi. Là où je voulais en venir en vous parlant de ça, c'est que ton démon intérieur n'a pas de mots. Il te parle pas. C'est toi qui te parles. Quand tu as une voix intérieure ou quand tu vocalises quelque chose, c'est toi qui parles. Et si on y réfléchit bien, c'est toi qui as le pouvoir. C'est une forme de prise de décision quand tu prends la parole. Mais quand le démon intérieur prend le contrôle sur toi, il t'enlève les mots. Tu ne peux pas lui parler. Et il ne sait pas parler. Il te parle en flash, en imagerie, en souvenir. Ton corps aussi te parle de la même façon. Quand ton corps il a besoin de protéines ou de la vitamine C, il va pas te dire je veux de la vitamine C en fait. Il va t'envoyer l'image d'une orange ou d'un aliment que tu as consommé qui lui a donné de la vitamine C. Mais vu que toi, tu sais pas qu'est-ce que tu as donné à ton corps, qu'est-ce qu'il a apprécié dans cet aliment-là, bah tu vas pas savoir qu'il veut de la vitamine C. Tu vas juste dire « Putain, j'ai trop envie d'une orange maintenant ». Tu sais pas pourquoi. Tes démons intérieurs, ils te parlent exactement de la même façon. Ils vont se baser sur des souvenirs associés à des sentiments positifs ou négatifs, à des flashs, à de l'imagerie mentale. Donc si tu veux vraiment contrôler ton démon intérieur, tu dois mettre en mots tout ce qui t'envoie en image. Tu vas l'exposer, tu vas le call out. Et il va pas aimer ça, parce que le démon, il se nourrit d'ombre. Et ça, c'est aussi une particularité qu'on voit dans la série. Tout se passe à l'intérieur de la tête de Joe Goldberg. Et le démon aime tout ce qui est intérieur. Il se cache, il veut être intériorisé, il veut pas s'exposer. Il veut pas être sous les projecteurs, il va être aveuglé en fait. Tu vas l'anéantir. C'est pour ça aussi qu'il se cache à l'intérieur de toi, qu'il te parle à l'intérieur, entre toi et toi-même. C'est pour ça que c'est vicieux. Donc, si tu veux l'exposer, la première chose que tu dois faire, c'est vocaliser tout ce qu'il te dit. Joe Goldberg n'a jamais rien dit. Nous, on sait tout ce qui se passe dans sa tête, mais lui, tout ce qu'il pensait, personne ne le savait. C'est aussi pour ça que réellement, personne ne le connaissait. Personne ne pouvait vraiment le comprendre. Parce qu'il vocalisait pas ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Il disait pas tout ça. Si tu veux aveugler ton démon intérieur, il faut que tu le mettes à la lumière. En fait, c'est pour ça que tu sens que t'as pas le contrôle, parce que image, réaction. Tu l'as pas vocalisé, donc il n'y a pas un rappel de « Oh, c'est moi qui ai le contrôle » en fait. Essaie de répéter, essaie de mettre en mots ce qu'il te dit. Là, il t'envoie une image de toi qui regarde une série Netflix, passe un très bon moment parce que tu kiffes la série. Tu dis « Ok, maintenant tu veux que je regarde la série Netflix? Tu veux que je reste pendant des heures à faire ça ?» Ça va le mettre mal à l'aise. C'est comme un menteur. Tu sais que quelqu'un il ment, bah, tu le mets face à son mensonge. C'est tellement inconfortable. Ils aiment pas ça. C'est comme mettre un chat sous l'eau en fait. C'est exactement la même réaction. Ils aiment pas ça. Ce que tu vois en imagerie visuelle à l'intérieur de toi, dis-le à l'extérieur. Ou parle-en à quelqu'un. Ce qui a fait l'obsession de Joe Goldberg, c'est le fait qu'il s'est isolé à l'intérieur de lui-même. Il n'a jamais pu extérioriser, parler de sa part sombre. Il a fait ça à travers l'écriture. Mais l'écriture reste un moyen de dérision. Il peut toujours se déculper de ce qu'il écrit, parce qu'il se dit « ouais, c'est que de la fiction, c'est un autre personnage ». On le voit dans la dernière saison. Il crée un personnage qui va décrire des scènes de crime, qui va vraiment dire toutes ses pensées les plus sombres. Mais ça reste un moyen de se cacher aussi. Il n'a jamais vraiment pu se divulguer, dire « je fais ça, j'ai envie de faire ça ». C'est à travers un personnage. Et c'est dans ma tête.
Donc quand je te donne mon écrit, j'ai envie que tu me comprennes, j'ai envie que quelqu'un entre à l'intérieur de ma tête, voit un peu toutes mes parts sombres. Mais j'ai pas envie qu'il l'associe à moi pour qu'il me déteste pas. Ça, c'est un peu la psychologie dark du personnage. Et c'est ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. C'est pour ça aussi qu'on a des formes d'expression un peu plus dérisoires qui vont mettre une distance entre le jeu, entre nous-mêmes, entre notre représentation sociale, notre réputation et notre part sombre. Donc j'exprime vraiment ma part sombre à travers l'art, à travers la fiction, à travers des emprunts d'œuvres artistiques ou les mots de quelqu'un d'autre ou le vécu de quelqu'un d'autre, mais je vais jamais dire je, ça va jamais être moi parce que j'ai peur d'être jugée. Je pense qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a une part incomprise parce qu'elle est exilée. Une part qu'on décide d'exiler aux yeux de la société mais qu'on ne peut pas exiler dans notre vie quotidienne. Et Joe Goldberg l'a très bien compris. C'est quelqu'un qui connaît très bien son chaos intérieur parce qu'il sait le décrire parfaitement. Donc il sait le potentiel du mal qui existe dans chaque humain. Il sait que chaque être humain est vicieux, chaque être humain est hypocrite. Hypocrite dans le sens où personne ne montre ses parts d'ombre. Et il y a deux endroits où les démons aiment se cacher. Dans l'ombre de ta tête et dans l'ombre de ton quotidien de vie. D'où le stalking. Lui voulait se sentir en sécurité, voulait avoir le sens du contrôle. Si je tombe amoureux de cette personne, est-ce que cette personne-là mérite que je l'aime, que je la protège, parce que je suis quelqu'un à 100%, je serais prêt à tuer pour elle. Et pour ça, je dois voir ses parts les plus sombres, je dois voir ses vices, je dois être prêt à faire face à son shadow. Comme ça, je sais qu'on est égaux, je sais à qui j'ai affaire. Je suis chez moi, personne ne me regarde, personne ne peut me juger. Donc là, je peux être moi-même. Et c'est ça qu'on voit à travers les yeux de Joe, quand il stalk. Donc, non seulement on a une vue sur son shadow à lui, on voit où le démon se cache à l'intérieur de lui, donc dans sa tête, et on le voit dans le quotidien de ses cibles. Personne ne pourra jamais vraiment nous comprendre s'il n'accède pas à cette part cachée de nous-mêmes. Personne ne pourra nous aider, parce que personne ne peut toucher cette ombre-là. Et plus on vit avec cette double identité, avec cette identité cachée, plus on nourrit la toxicité, plus on alimente le démon intérieur. N'oubliez pas, ses snacks préférés, c'est le secret et l'ombre, tout ce qui n'est pas à la lumière, tout ce qui est caché. Tout ce qui n'est pas mis en mots, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est flou, il adore. C'est en ce sens-là qu'on dit aux gens d'être honnête et de vivre sa vérité. Parce que vivre sa vérité, ça passe aussi par le fait de dire la vérité. Si on donne la vérité aux autres, c'est en échange de notre liberté. On est libre d'être qui on est vraiment, en disant la vérité. Donc la vérité, c'est le prix à payer pour retrouver sa liberté. Comme je vous l'ai dit, le potentiel du mal existe dans chaque être humain, peu importe à quel point c'est un ou une sainte n'y touche. Il y a ce que j'appelle moi la prédisposition au chaos, parce qu'on vient du chaos, on est du chaos. Il y a des gens qui activent le potentiel du mal à l'intérieur d'eux. Et comme on l'a vu dans Joe Goldberg, si on franchit la ligne une seule fois, on peut plus retourner en arrière. Et ça m'a fait réaliser une chose sur les démons intérieurs, c'est que si on est du chaos, si on est prédisposé au chaos, c'est qu'on est déjà avec des démons à l'intérieur de nous qui sont inanimés. On peut naître et mourir avec sans qu'il soit jamais animé ou activé. Mais il suffit qu'on en active un, qu'on anime un une seule fois, pour se rendre compte du pouvoir qu'il a. Et chaque être humain se délecte du vice. Par exemple, quand moi, je rentrais chez moi, je savais que j'allais être entre moi et moi-même après une longue journée de travail, à l'abri des autres, à faire mes crises d'hyperphagie, c'était un énorme soulagement, c'était un énorme réconfort. Et pendant tout le trajet, j'étais dans ma tête, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que j'allais acheter, qu'est-ce que j'allais manger, à quel point ça allait me faire du bien. Il y a une délectation du vice. Il y a ce délice d'être en secret, caché, personne ne sait que je vais rentrer faire tout ça. Alors que c'est quelque chose qui me fait affreusement honte et qu'après chaque crise d'hyperphagie, je me sentais terriblement coupable et que je me punissais pour ça. Donc vous voyez le paradoxe qui existe dans chacun de nous, c'est que contre la délectation du mal, il y a la punition à travers la culpabilité. Mais on ne peut pas enlever la délectation du mal. Si on a touché à quelque chose d'interdit, si on a franchi la ligne une seule fois, on peut le faire encore une fois parce que malgré la culpabilité, malgré les dégâts, les conséquences qu'on a subies, on a aussi goûté à la part délicieuse du mal, à la part sucrée du mal. Donc on peut encore s'en délecter. C'est ce qui se passe chez Joe Goldberg. Il aura beau tuer ses démons intérieurs, il pense les avoir tués, s'être rangé dans une vie bien ordonnée de famille, de mecs bien, etc. Mais il va réanimer ses démons. C'est pour ça aussi qu'une seule clope suffit pour qu'on rechute. Quelqu'un qui a fumé dans sa vie, qu'il a arrêté de fumer, il aura toujours le potentiel d'y retourner. Donc si jamais vous avez fait une erreur, que vous avez franchi la ligne et que vous avez décidé de plus jamais rester sur cette voie-là, il y aura des tentations, il y aura des déclencheurs qui vont faire écho. On te rappelle comment c'était bien. C'est pas grave, il y aura des conséquences, c'est pas la même chose. C'est différent, tu vas le réactiver. Ne fais pas revivre
un démon que tu as déjà meurtri. Et c'est pour ça aussi qu'on a cet attachement toxique avec nos démons, parce qu'ils nous protègent. On pense qu'ils nous protègent. Le démon, c'est aussi ta zone de confort. Il veut pas t'exposer, il veut te garder dans l'ombre. Et donc l'ombre, c'est aussi une forme de protection. C'est une forme d'abri. C'est une forme de confort. C'est ça l'attachement qu'on a avec nos démons intérieurs, et c'est pour ça que ça peut être très nocif et très toxique. On le voit beaucoup dans des cas d'addiction extrême. Le cas où des gens sont addicts à la drogue, ils peuvent même sacrifier leur famille ou leurs gosses pour avoir un petit peu de drogue, quoi. Tu es prêt à tout perdre, à tout lâcher, pour ne pas perdre cette pseudo-protection, ce confort que ton démon intérieur te donne. On sait qu'il y a des conséquences. On sait que on n'est pas en train de faire les bons choix. Mais pourquoi je l'ai fait? Je sais que je suis malade, mais je continue à fumer. Je sais que je dois perdre du poids, mais peu importe, je continue à manger des chips. Après, je me sens comme une merde. Et je m'en veux, mais je continue de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas chez moi? C'est parce que tu vois encore ton démon comme ton protecteur. Tu le vois comme une solution. Comment tu veux te défaire de quelque chose qui te fait du bien, que tu vois comme une solution? Tu le vois pas comme un démon qui est en train de t'alimenter. Donc c'est une question de perception. Tu vois les bons choix comme une tâche, comme une responsabilité, comme beaucoup d'efforts, comme quelque chose de boring. Joe aussi, il a vécu. Quand il s'est rangé, il a eu une vie de couple normal, successful. Il était même reconnu comme le mari idéal, je sais pas quoi. Avoir une vie saine, tout qui se passe bien, ça va pas en fait. Bah oui, l'humain il est complexe. Il y a une part de lui qui se nourrit du mal. Et cette part-là, elle est affamée. Donc c'est normal qu'il va pas se satisfaire de ça, qu'il va vouloir fuck up à un moment donné. C'est pour ça que je vous ai dit, une fois que tu as goûté au mal, tu vas avoir beaucoup de mal à te ranger, à apprécier une voie très droite en fait. Je vous ai aussi mentionné brièvement que le démon intérieur crée une zone de confort, c'est une zone de confort. C'est pour ça aussi que quand on veut changer des habitudes toxiques, on doit réévaluer et remettre en question notre environnement de vie. On doit voir en fait où est-ce que notre démon aime bien se cacher. N'oubliez pas que Joe Goldberg cherchait le démon de l'autre dans son quotidien, parce que c'est là où il aime se cacher. C'est pour ça qu'il y a des gens qui restent attachés au passé, qui restent attachés à des douleurs, à des schémas toxiques, parce qu'ils gardent quelque chose, soit une image mentale, soit un objet, qui va sans cesse faire revivre ce mal ou ce lien avec le mal. Dans le cas de Joe Goldberg, on le voit dans la bibliothèque. C'est un lieu très symbolique pour lui parce que c'est à la fois un refuge, la littérature l'a apaisé, les livres lui ont fait du bien. Le gars qui s'occupait de lui, le bibliothécaire, il lui a fait vivre un enfer, il le punissait, il le mettait dans la cage, qui était dans cette même bibliothèque-là. Ça arrive chez beaucoup de personnes, tu habites dans le même lieu de vie où ce lieu-là devient une source de réconfort. D'un côté, tu as ta chambre où tu peux te réfugier dans ton monde, et d'un autre côté, tu as un environnement de vie qui te pourrit la vie en fait. Et tu vis dans la dualité des deux. Joe, il a gardé la cage. Il y a beaucoup d'entre vous, je vais vous call out ici, qui faites ça avec vos ex. Vous les gardez dans vos listes d'amis, dans vos feeds. Vous les checkez. Vous gardez des ruines de choses qui vous ont fait du mal. Pourquoi? Est-ce que tu arrives à reconnaître là la part de délectation du mal ici? Cet objet ou cette chose que tu gardes de ton passé recèle la mémoire du mal, mais elle recèle aussi qu'à un moment donné, tu as compté pour quelqu'un d'autre. Tu as été reconnu pour quelqu'un d'autre. Donc il y a de l'amour et de la souffrance cristallisées dans un seul objet ou dans un seul endroit avec lequel tu choisis de garder un lien. Donc tu vas jamais te débarrasser de ce démon-là, comme pour le cas de la cage, pour Joe. Il aurait pu être dans une autre bibliothèque, hein. Non, il a décidé de la garder, il a décidé de garder la cage. On a vu plusieurs victimes entrer dans cette cage-là, mais globalement, dans toute l'histoire, dans toute la série, c'est lui qui était dans la cage depuis le début, parce qu'il l'a gardée. Donc il a choisi de rester prisonnier de ce souvenir, de cette douleur toute sa vie. Et je trouve que c'est vraiment un coup de maître, le fait que dans la dernière saison, ce soit la fille qui le mette dans la cage justement pour le délivrer de ce souvenir-là. Donc je vous invite vraiment à évaluer les éléments qui font partie de votre environnement de vie. Est-ce que vous gardez des choses qui entretiennent un lien avec un ou plusieurs démons intérieurs? Par exemple, si tu as été fumeur, est-ce que tu gardes des cendriers? Est-ce que tu gardes des mémoires de toi qui étais un jour fumeur? En fait, ce que tu oublies de voir, c'est que tu gardes cette identité quelque part en vie. Si tu veux plus fumer de ta vie, c'est que tu te vois plus comme fumeur. Donc l'identité de toi qui étais fumeur à un moment donné de ta vie, tu dois l'effacer. Il faut pas que ton présent entretienne un lien avec ce qui était toxique dans ton passé. Et comme Joe, je pense que chacun d'entre nous a une cage, que ce soit chez soi ou dans un environnement que seuls nous connaissons. C'est quoi ta cage? Où est-ce que tu te réfugies? Et pour faire quoi? Il faut aussi que tu comprennes que c'est pas un refuge, ça reste une cage. Même si, à un moment donné, ça a été un refuge pour toi. Autre chose qu'on voit très clairement dans la série et qui entretient le lien avec les démons intérieurs, c'est la solitude.
vu que Joe stalk, on a toujours une vue assez expansive sur le quotidien de ses victimes, mais on voit jamais son quotidien à lui. Parce que tout son monde tourne autour de cette personne-là, donc tout son quotidien s'efface. Il vit pour cette personne-là. Il n'existe plus. Parce que son quotidien est tellement ennuyeux. Parce qu'il a personne. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, il a personne qui compte réellement. Donc, il y a un désir d'avoir quelqu'un qui compte réellement, parce qu'on n'a pas cette présence-là. C'est pour ça qu'elle est poussée à l'extrême, au degré d'obsession. On veut quelqu'un pour qui mourir, pour qui il vaudrait la peine de tuer. Parce qu'il n'y a personne. Et donc c'est normal que quand on trouve ce genre de personne, notre quotidien s'efface, notre personnalité s'efface. On le voit beaucoup chez Joe, toute son identité elle change, tout son quotidien il est modelé, remodelé, pour qu'il soit dans les mêmes endroits que cette personne-là, qu'il agisse exactement selon les comportements que l'autre personne veut voir de lui. Donc il devient ce que l'autre veut, pour lui plaire. Il peut jamais être lui-même. Et ce trait-là, justement, il intervient à cause de la solitude. Parce que si vraiment on est bien entouré, on a des gens qui comptent et on a une diversité, on peut apprécier le temps qu'on a seul, même si on s'ennuie, mais on le voit jamais comme problématique. On n'a jamais ce désir ardent d'avoir quelqu'un pour qui vivre sa vie. On a une vie à l'extérieur. Il y a des gens qui souffrent de solitude et qui s'entourent de gens qui sont pas bons pour eux, dont ils en ont rien à foutre, juste pour ne pas être seuls, juste pour la compagnie. On va chercher une compagnie pour pouvoir injecter son propre poison, pour se délester de sa propre compagnie. Donc on va s'entourer de gens, des gens qui vont nous faire du bien sur le fait, ou des gens qu'on peut critiquer à l'intérieur de nous, des gens qui vont nous faire sentir supérieurs. C'est des relations qui sont là pour soulager des maux intérieurs, des maux de l'époque. On s'entoure de gens pas pour les bonnes raisons, pour combler des besoins très souvent inconscients et qui sont très souvent incompris. On ne peut jamais admettre publiquement qu'on a besoin d'amour, qu'on a besoin des autres, sinon on est vu comme faible. Alors que c'est fondamental. On a besoin de nouvelles perspectives sur le monde, c'est ça qui va tuer cette solitude-là. C'est l'ouverture au monde. On veut juste chasser, on veut juste que les gens restent inaccessibles pour qu'on ne se lasse pas d'eux. Donc les gens deviennent une source de divertissement pour nous. On ne veut pas avoir les gens pour avoir un lien. On veut avoir les gens pour nous soulager de la pesanteur de la solitude, pour apporter une touche de mystère, d'exotisme dans notre vie. Donc c'est pour ça que faire les bons choix, vivre sainement et la discipline, on en a marre à un moment donné parce que ça ne suffit pas pour qu'on soit complet et épanoui. On a besoin des autres, on a besoin d'être imparfait. On a besoin de reconnaissance en dépit de nos imperfections. C'est important de s'applaudir soi-même, mais c'est épuisant quand on est le seul spectateur de sa vie. C'est ce que la discipline et la culture du self-centrisme nous illusionnent en fait. On pense faire les bons choix pour nous, mais non en fait tu fais pas pour toi, tu le fais pour un désir de reconnaissance. Tu fais tout ça en attente d'un résultat qui t'apportera la reconnaissance. Mais tu sais que tout travail commence par toi, c'est pour ça que tu dis que tu le fais pour toi. Tu dois laisser tes démons s'exprimer. Tu dois les nommer, les définir. Savoir quand ils te parlent, comment ils te parlent, vocaliser ce qu'ils te disent et prendre le pouvoir. C'est ça la différence. Tu leur donnes pas le pouvoir, mais tu reconnais qu'ils sont là. C'est ça qui va donner aussi plus de goût à ta vie. C'est cette complexité-là, cette dualité qu'on appelle combat intérieur. Je me bats contre moi-même, je m'auto-sabote. Pourquoi ? Pourquoi cette vision négative de quelque chose qui est au final naturel ? Le vice existe dans chacun de nous, le chaos existe dans chacun de nous, les démons existent, c'est naturel. Pourquoi est-ce qu'on transforme tout en combat intérieur? Ça va pas être un combat. Si je gagne contre moi-même, qui est le perdant? C'est une vraie question philosophique. Tu dois cohabiter avec les énergies négatives comme les énergies positives. Le monde n'est pas que blanc. Apprendre à cohabiter avec, c'est la forme la plus noble de la force intérieure, de la puissance. Ne pas s'acharner contre ça, ne pas chercher à détruire les choses. La plupart des gens, quand ils cherchent à régler un problème, ils cherchent à éliminer le problème. Donc si tu souffres de craving par rapport à une addiction au sucre ou je ne sais pas quoi, tu vas chercher à plus ressentir le craving parce que tu veux pas faire face à la douleur. Et ce que je te dis ici, c'est que tu dois comprendre que le craving, tu vas vivre avec, c'est pas un souci. C'est juste ta réaction face au craving que tu dois travailler. Donc si déjà tu arrives à changer le fait de vouloir tuer le craving, de plus avoir ce craving-là, tu vas te sentir plus en paix. Accepter qu'il y a un démon, savoir le nommer, c'est quoi ce démon-là? Call it out, tu dois lui dire, tu dois le dénoncer. C'est comme ça que tu prends le contrôle, en l'exposant. N'aie pas peur de regarder tes démons dans les yeux. C'est en les gardant cachés que tu leur donnes le contrôle. C'est tout pour moi, j'espère que cet épisode vous aura aidé, vous aura ouvert les yeux sur le combat avec vos démons intérieurs. J'attends vos commentaires avec grande impatience. Dites-moi ce que vous avez pensé de la série You, ce que vous pensez du personnage de Joe Goldberg et comment le personnage vous parle personnellement. Il y a un Joe Goldberg à l'intérieur de chacun, ne serait-ce que dans la blessure de rejet ou dans la blessure d'abandon. Dites-moi qui est le Joe Goldberg à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à partager, liker pour soutenir la chaîne. Moi je vous dis au prochain épisode, prenez bien soin de vous, ciao ciao.